Quelques secondes, mesdames et messieurs, vous êtes maintenant habitués, comme nous, ce sera le rendez-vous quotidien. Sébastien nous disait hier qu'en fin de semaine, peut-être on va lever le pied, Sébastien, qu'on ne donnera plus des points de presse à tous les jours. C'était prévu pour la semaine dernière. Non, quoi qu'il devait avoir la vice-première ministre devait être là samedi. Finalement, M. Legault s'est présenté lui-même compte tenu de la situation au CHSLD Aaron. Mais voilà. Donc, M. Legault devrait en principe confirmer à 13 h qu'il n'y aura pas de point de presse en fin de semaine, à moins d'avis contraire, à moins d'une urgence qui nécessite la présence du premier ministre. Mais le plan de match, au moment où on se parle, c'est de ne plus tenir de point de presse la fin de semaine. Et Dr Arruda l'a expliqué à plusieurs reprises. Il y a un décalage entre le nombre de cas. Ensuite, la prochaine étape, c'est les hospitalisations. Puis la dernière étape, malheureusement, pour plusieurs personnes, c'est le décès. Et là, cette cascade-là, on voit que la catégorie décès commence à augmenter parce qu'on est rendu là. Et logiquement, en tout cas, ça devrait continuer à augmenter. C'est pénible, mais c'est comme ça, là. Oui, parce que le nombre de cas a augmenté pas mal la semaine dernière. Donc, ces cas-là, parfois, se transforment en hospitalisation, en transfert aux soins intensifs et peut-être même en décès. Ce qui ajoute aussi au nombre de décès élevés au Québec, parce que le Québec est l'endroit où il y a le plus de décès au pays, c'est que la maladie frappe dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. On a déjà des résidents, des gens qui ont la santé fragile, qui sont plus vulnérables. Et donc, le taux de mortalité ou l'incidence de la maladie est beaucoup plus néfaste, négative sur ces gens-là, avec le résultat qu'on a que le taux de décès est... que le nombre de décès est élevé. Le taux de décès est relativement bas, là, si on regarde froidement les statistiques, puis c'est toujours délicat de faire ça de cette façon-là, mais le taux de décès est quand même relativement bas, mais il augmente, c'est vrai, depuis une dizaine de jours. Oui, il est plus élevé par million, c'est 74 par million d'habitants au Québec et je crois que c'est 28 dans le reste du Canada, 32 si... on prend tout le Canada. 33 en Ontario, 33 en Ontario, 35 en Colombie-Britannique. Et oui. Très bien. Moins élevé ailleurs. Voulez-vous le message du premier ministre? Oui, allez-y. Parce qu'il se concentre sur les CHSLD encore. On continue de concentrer nos efforts sur l'urgence nationale dans nos CHSLD. Un jour, et ça c'est intéressant, il faudra revenir sur la genèse de cette crise. Il va falloir qu'on se regarde dans le miroir comme société et comme gouvernement. Mais pour l'instant, on doit se mobiliser et gérer l'urgence. Il faut que tout le monde, tout le Québec, se mette en mode solution. Alors voilà, ils arrivent pour donner les dernières informations sur justement ce déploiement. Est-ce qu'on est arrivé à rendre le déploiement plus efficace? C'est ça la question. Il n'y en a pas d'autre. La question existentielle là, pour les prochains jours, c'est est-ce qu'on va arriver à déployer de façon efficace dans les CHSLD les gens qui veulent aller aider? Parce que des gens qui veulent aller aider au Québec, il y en a beaucoup. On l'a beaucoup répété, là, depuis 3 jours, on se répète, mais il y a eu 39 000 Québécois qui ont levé la main. Est-ce qu'il y en avait une adéquation parfaite entre ce qu'ils offraient et ce qu'on demande? Non, bien sûr que non. Mais peut-être qu'on peut développer, améliorer cette relation, donc, entre, d'un côté, les gens qui veulent aider et de l'autre, les besoins énormes. Parce que dans les CHSLD, ce n'est pas que des besoins très pointus médicaux dont on a besoin, mais des bras. Je vous laisse, donc, à la conférence de presse. Et comme toujours, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan de la journée. On a 58 nouveaux décès, donc un total de 688. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches. On a maintenant 16 798 cas confirmés. C'est une augmentation de 941. Nouvelle donnée que je vous donne, que peut-être certains ont déjà, là, on a 3068 personnes qui sont guéries. Donc, il faut quand même être un peu encouragé. Puis, comme on l'a dit, on ne teste pas tous ceux qui ont plus de symptômes. On sait qu'il y en a au moins 3000 là, qui sont guéris, donc c'est encourageant. On a 1076 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a 207 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 2. Bon, évidemment, je veux revenir sur notre urgence nationale
la situation dans les CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui se demandent comment on a pu se retrouver dans la situation qu'on vit actuellement, de pas mieux s'occuper de nos aînés les plus vulnérables. Puis j'avoue que moi-même, ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits que je me demande qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement au cours des derniers mois, depuis 1 an et demi que je suis premier ministre. Et puis, j'ai essayé de repasser dans ma tête et repasser dans ma tête ce que j'ai fait depuis 1 an et demi. Bon, d'abord, durant la dernière campagne électorale, je m'étais engagé à ce qu'on augmente le budget des CHSLD de 245 millions dans un nouveau concept, là aussi avec des CHSLD plus grands qu'on voulait rebaptiser, qu'on veut toujours rebaptiser des maisons des aînés. Dans les budgets qui ont été déposés depuis que je suis premier ministre par le ministre des Finances, il y a eu des augmentations importantes des budgets dans les CHSLD. Par contre, malgré les augmentations de budget, beaucoup de postes ont été affichés, mais n'ont pas été comblés. Donc, vous m'avez entendu souvent depuis 1 an dire qu'il faudrait augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires pour être plus attirant puis pour combler ces postes. Bon, je me suis dit, les conventions collectives se terminent toutes le 31 mars 2020, donc il y a quelques jours. Donc, je me suis dit, on va attendre la négociation avec les syndicats pour augmenter les préposés aux bénéficiaires. Aujourd'hui, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité. Je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. On sait habituellement, on donne toute la même augmentation de salaire à tous les employés. C'est pas simple tout le temps négocier avec les syndicats, mais honnêtement, là, si c'était à refaire, j'aurais augmenté plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. Donc, j'en prends l'entière responsabilité. On est rentré dans cette crise mal équipé. Et évidemment, la situation s'est détériorée. Toutes sortes de raisons. Le virus est entré. On a eu, aujourd'hui, on est rendu à 1800 personnes qui sont absentes dans les CHSLD. Donc, ça vient s'ajouter aux problèmes qu'on avait déjà à combler des postes avant la crise. Je veux aujourd'hui remercier encore, là, parce que j'ai vu que certains médecins étaient choqués pour toutes sortes de raisons. Je veux vraiment, et puis sincèrement, remercier les 2000 médecins là, qui acceptent de venir nous donner un coup de main dans les CHSLD, faire des tâches qu'ils ne sont pas habitués de faire, des tâches, entre autres, nourrir, soigner, laver nos aînés. Je veux sincèrement vous remercier, tous les médecins. Je veux aussi apporter une précision. J'ai parlé hier avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, Diane Franqueur. Puis, il y a eu comme un mauvais hasard où il y avait une autre négociation qui datait depuis le mois de février concernant certaines activités dans les hôpitaux, le fameux 211 $ de l'heure. C'est sûr, quand on lit cette entente-là, la question se pose, ça s'appliquerait-tu dans ce qui va maintenant se faire dans les CHSLD? C'était pas clair. Mais on a convenu, là, Diane Franqueur, donc la présidente de la Fédération des médecins spécialistes et moi, que ça ne s'applique pas dans les CHSLD. Donc, ça ne s'applique pas, ce montant-là. Puis, ce n'est pas le temps de négocier
combien les médecins seront payés pour le travail qu'ils viennent nous aider à faire dans les CHSLD. C'est pas le temps de parler de salaire. Puis je pense que la grande majorité des médecins, là, ils veulent pas faire ça pour le salaire, ils veulent faire ça pour aider. Donc, c'est pas le temps de parler d'argent, c'est le temps de sauver des vies de nos aînés. Puis c'est tous ensemble, là. Puis je veux vous dire, les médecins, encore une fois, merci. Merci de venir nous aider. On a besoin de vos 2000 paires de bras. On a besoin aussi de votre expertise parce que pensons juste au matériel de protection médicale. De toute évidence, depuis un mois, on a eu un problème dans les CHSLD. On a eu un problème où on a, via certains employés, entré le virus qui a contaminé là, des milliers de résidents. Donc, c'est important que le matériel de protection, les masques et les autres, soient bien utilisés. Puis les médecins savent comment les utiliser. Donc, c'est important pour les résidents, mais c'est important aussi pour le personnel, là, parce qu'on a 2000 personnes dans notre personnel de la santé qui sont infectées actuellement. Donc, on ne veut pas, ni du côté des résidents, ni du côté du personnel, qu'il y ait des gens qui attrapent la COVID-19. Là. Donc, très important d'avoir les médecins. Puis d'ailleurs, j'en profite aussi pour répéter, là, mais bon, ça continue d'être présent un peu partout. Il ne nous manque pas d'équipements de protection individuelle. On a pour des semaines d'inventaire, de matériel, de protection individuelle. Ça se peut qu'il y ait quelques problèmes de distribution du matériel dans quelques établissements, mais il n'y a pas de raison que ça arrive. S'il y a un établissement, s'il y a un dirigeant d'établissement, que ce soit un CHSLD ou n'importe quel établissement, qui voit qu'il manque de matériel, bien, qu'il appelle son CIS ou CIUS ou qu'il appelle au ministère, mais on a du matériel. Donc, ça, là, je veux être bien clair. Bon, l'autre chose que j'ai beaucoup entendu depuis quelques jours, c'est des gens dire moi, je suis prêt à venir aider dans un CHSLD, mais personne ne m'a appelé ou rappelé ou contacté. Bon, j'ai demandé hier soir d'avoir le rapport complet là, des personnes qui ont offert leur aide sur le site là, qu'on appelle « Je contribue ». Puis je donne les données qu'on m'a données hier soir. Il y a 51 957 personnes qui ont proposé leurs services. On en a contacté, on en a contacté 29 345. On en a embauché 6 773. Il y en a 2 097 qui se sont désistés de notre embauche. Donc, on en a aujourd'hui 4 676 personnes qui sont inscrites sur Je contribue, qui travaillent actuellement dans notre réseau. Mais j'ai quand même demandé aux gens de la santé de refaire un tour de roue. Donc, de regarder les 52 000, bon, moins les 4 600 qui travaillent actuellement, de les recontacter, de revoir s'ils peuvent peut-être, dans certains cas, nous donner des périodes à Montréal et de voir s'il n'y a pas parmi ces 40 quelques mille personnes, des personnes qui pourraient venir nous aider dans les CHSLD. Donc, j'avoue, là, j'en ai eu de vos questions, j'en ai eu des exemples, là. Je veux être bien sûr qu'on refasse un tour de roue de ce côté-là. Autre nouvelle importante, on vient d'apprendre il y a quelques heures que le gouvernement fédéral va nous envoyer 125 personnes de l'armée qui sont qualifiées en santé dans nos CHSLD. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux remercier
Justin Trudeau pour ça. Mes remerciements du jour, ben, c'est pour toutes les personnes qui sont venues nous aider dans les CHSLD ou qui pourraient venir nous aider. Donc, je lance encore un appel aujourd'hui, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, retraités, des gens peut-être aussi de certaines régions. Je donne un exemple. Les besoins sont beaucoup moins grands à Québec qu'à Montréal. Est-ce qu'il y a des gens de Québec, des infirmières, des préposés qui pourraient venir travailler dans nos CHSLD, dans la grande région de Montréal? Je vous demande votre aide. C'est tout le Québec qui vous remercie à l'avance de votre contribution. Parlant justement des régions, c'est important de le dire, si on exclut les CHSLD, il reste une situation qui est difficile dans le Grand Montréal. J'inclus Laval, j'inclus le 450. Mais dans le reste du Québec, il y a peut-être une situation moyenne en Mauricie et en Estrie, mais dans tout le reste du Québec, la situation est pas mal sous contrôle. Donc, juste vous dire qu'avec le docteur Arruda, on est en train de regarder pour réouvrir ces régions-là d'une façon intelligente, d'une façon graduelle, en s'assurant justement qu'on suive la situation pour être certain qu'il n'y a pas une nouvelle vague. Mais, comme je l'ai dit aussi, on commence par les entreprises. Donc, il n'est pas question à court terme, même dans ces régions-là, de réouvrir les écoles. On parle des entreprises. Parlant des entreprises, j'ai une autre demande à faire. Vous allez me dire, j'en ai beaucoup de demandes depuis un mois. Toutes les personnes qui ont perdu leur emploi depuis un mois, est-ce qu'il y en a que ça vous tenterait de venir travailler avec nos agriculteurs dans nos champs? Je l'ai dit, là, déjà, on souhaite que le Québec devienne plus autonome. On a eu peur dans le dernier mois que les fruits et les légumes qu'on importe du Sud, là, qu'on ne soit plus capable de les avoir. Bien, c'est vrai à l'année. Là. On est en train de regarder ce qu'on peut faire avec les serres, mais de façon générale, j'aimerais demander aux Québécois, là, c'est possible d'abord de travailler à 2 mètres les uns des autres dans un champ. Je sais que ce n'est pas un travail facile d'aller planter, récolter, s'occuper des animaux, mais je pense que ça serait une belle expérience pour beaucoup de Québécois. Puis pour vous encourager, cet après-midi, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, et le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, vont vous annoncer un programme là, qui va être là pour tout l'été, où on va ajouter à ce que les agriculteurs donnent un 100 $ par semaine pour vous encourager à venir donner un coup de main dans nos champs. Donc, c'est un programme de 45 millions de dollars, 45 millions, pour aider nos agriculteurs, mais aussi pour aider à être plus autonomes du côté de notre alimentation au Québec. Je termine en vous disant, oui, on vit une période très difficile dans les CHSLD, mais on est en mode solution. Puis moi, je suis fier de voir toutes les personnes, bon, à commencer par les médecins, mais aussi toutes les infirmières, tous les préposés qui viennent dans nos CHSLD. J'espère qu'on va être capable d'en ajouter parce qu'on ne pourra pas garder les médecins là pour des mois. Là. Ils sont là pour quelques semaines, le temps qu'on trouve des infirmières, des préposés. Donc, je veux vous dire, là, ensemble, tout le Québec, on est capable de passer au travers. Merci. Maintenant en anglais. Yes, few words in English. Quelques mots en anglais. Bonjour. We continue. Nous continuons de nous concentrer sur notre urgence nationale dans les foyers pour aînés. Nous obtenons plus d'effectifs pour ces résidences. La situation est difficile, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous occuper de nos aînés. Nous sommes en mode solution
et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Alex Boissonneau de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça qu'on revienne, je sais que vous l'avez abordé un peu la question hier, mais qu'on revienne sur cette façon-là qu'on va avoir d'intégrer les médecins dans les CHSLD. Il y a des gens à la FMSQ qui nous font part de leurs inquiétudes par rapport au retour, à la réintégration dans le milieu hospitalier, à savoir de quelle façon on va pouvoir le faire de façon sécuritaire. Est-ce que les gens vont être testés avant? Est-ce qu'ils vont être testés après? Est-ce qu'il va y avoir une quarantaine? Donc, quel sera le protocole à ce niveau? Bon, juste vous dire de façon générale, j'ai discuté de ça avec Daniel Franqueur hier. C'est sûr qu'on veut prendre toute Diane Franqueur. Je connais une Danielle Franqueur, agent de bord chez Air Transat, donc Diane Franqueur. J'ai discuté ça avec Diane Franqueur hier. Bon, d'abord, il faut prendre pour acquis que les médecins spécialistes là, savent comment mettre le matériel de protection là, pour ne pas être infecté. Donc, peut-être pas... faut tenir ça en compte. Là. Puis je demande aux dirigeants des hôpitaux, c'est vrai qu'ils ont des règles très strictes, 7 jours avant de revenir, 7 jours sans symptômes. D'ailleurs, j'aurais dû laisser cette question-là au docteur Arruda. Vous le faites très bien. Mais l'idée, c'est de dire, on ne veut pas prendre de risques. Donc, si ça prend 7 jours avant qu'ils puissent recommencer à travailler, dans le cas de Diane Franqueur à Sainte-Justine, bien, ça prendra 7 jours. Si ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils ont fait bien attention, bien là, on va se servir de notre jugement, mais j'aurais dû donner cette question-là à un expert. Mais comme je le disais hier, ça va dépendre de l'exposition des personnes. Si sont en milieu où il n'y a eu aucune circulation, vous comprendrez que le 7 jours n'est peut-être pas indiqué, puis ça va dépendre de ce qu'il y a comme besoin dans l'hôpital, etc. Donc, je pense le principe, là, si vous me permettez, c'est que à chacun des cas, on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de risque de transmission. Un, à la fois pour la personne, puis sa famille, puis deux, en milieu de soins. L'autre question que j'aurais, c'est par rapport au retour en classe. La dernière fois, quand vous avez évoqué la possibilité d'une réouverture des écoles avant le 4 mai, vous disiez que ça devait aller de pair avec la reprise de l'économie. Parce que là, on se retrouve dans une situation où on ouvre des secteurs de l'économie, on ouvre des entreprises, mais les parents ne peuvent plus compter sur papa, grand-papa et grand-maman pour garder leurs enfants. Et là, sans service de garde et sans école, ça peut devenir difficile. Donc, pourquoi est-ce qu'on a comme oublié tout ce pan-là lorsqu'on disait qu'on va reprendre les activités, qu'on disait que ça va venir aussi avec les services de garde? Pourquoi est-ce qu'on a oublié cette partie-là, on dirait, dans le calcul? Bon, bien, assez simple à comprendre. Si on prend une école, une classe, il y a beaucoup de monde dans une classe, c'est plus difficile d'avoir des mesures de distanciation dans une classe que dans une entreprise en général. Donc, évidemment, on va commencer par ouvrir les entreprises tout en gardant en tête que il y a des gens qui ne pourront pas retourner travailler parce qu'il y a un des deux parents qui doit garder les enfants. Donc, très conscient de ça. Mais la décision, là, puis je le dis depuis le début, c'est pas une décision d'abord économique, c'est une décision d'abord en santé. La journée qu'on va se rassurer qu'on est capable de retourner des enfants dans des écoles en toute sécurité, on va le faire. On ne va pas le faire pour des raisons économiques. On va le faire d'abord parce qu'on pense que c'est correct pour la santé. Prochaine question, André Martin, TVA Nouvelles. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous dites que vous auriez dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires bien avant, même sans l'accord des syndicats. Vous nous dites que vous en prenez l'entière responsabilité, mais est-ce que les syndicats devraient prendre, selon vous, une part de cette responsabilité également? Regardez, là, moi, je suis ici pour prendre ma part de responsabilité. Là. On peut tout faire au gouvernement par décret ou par une loi spéciale. Donc, je prends toute la responsabilité. Une autre question concerne les médecins spécialistes dans les CHSLD. On sait que l'annulation ou le report de chirurgie, notamment en oncologie, là, ça a causé énormément d'inquiétudes chez les patients. Le stress a vraiment monté d'un cran aussi avec l'annonce de l'envoi de ces médecins spécialistes dans les CHSLD. Je voudrais savoir concrètement là, comment ça marche. Vous ne craignez pas de fragiliser ou de mettre en péril
la reprise des activités dans les blocs opératoires? Parce que, M. Arruda, vous parlez notamment de ces personnes asymptomatiques qui transmettent le virus. Mais de là, l'importance de bien utiliser les équipements de protection. Puis on sait que les médecins, là, ils savent comment utiliser le matériel de protection. Ça, c'est vraiment à la base. Puis je veux rassurer vraiment par rapport aux gens, par exemple, qui ont un cancer. C'est sûr que le secteur de l'oncologie, là, on veut qu'ils reprennent là, graduellement. Là, j'en parlais hier. Alors, vous savez, là, sur 10 000 médecins spécialistes, là, il y en a un certain nombre qui sont inactifs actuellement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir sauvegarder le secteur hospitalier là où il y a des médecins, où est-ce que c'est nécessaire qu'ils travaillent. Puis même quand ça va reprendre graduellement, de prévoir, c'est ce qu'on fait, les médecins spécialistes dont on va avoir besoin. Alors, nous, on parle d'une tranche de médecins spécialistes qui vont être inactifs pour un certain temps, mais ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que c'est pour une période circonscrite, là. Hein? C'est pour quelques semaines, parce qu'on a d'autres renforts qui s'en viennent. Hein? Par exemple, on a parlé hier des étudiants. Hein? On fait appel aux étudiants. Les étudiants en santé et services sociaux, là, c'est 17 000 le potentiel. Alors, on va aller chercher ces gens-là, puis il y a d'autres, il y a les entreprises d'économie sociale, où est-ce qu'on a un potentiel de 1000 personnes qui pourraient arriver. On a parlé de l'armée, 300 personnes aussi, 125, 300 personnes du côté d'une liste là, qu'on a eue du fédéral. Alors, on a vraiment plusieurs groupes de personnes là, qui s'en viennent, là. Et on s'organise actuellement, puis on a « Je contribue ». On va rappeler tout le monde. On a une équipe qu'on met en place, là, qui va rappeler tout le monde et qui va suivre là, avec les établissements. Puis on va aller capter tout le monde qu'on peut capter pour arriver dans les CHSLD. Alors, les médecins, ils vont rester là un certain temps, mais pas longtemps. Au moment où on va avoir pris notre vitesse de croisière avec les gens qui entrent, ils vont pouvoir quitter. Alors ça, c'est très important de le dire. C'est une solution à très, très court terme. Et on s'organise également pour former de façon accélérée les personnes qui vont venir nous aider, par exemple, au niveau des tâches des préposés aux bénéficiaires. Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. D'abord, une question de ma collègue. Monsieur Legault, encouragez-vous les 125 députés québécois à aller prêter main forte dans les CHSLD de leur région? Bien, je pense qu'il faut être prudent. Quand il y en a un qui est médecin, c'est une chose. Ce qu'on a surtout besoin dans les CHSLD en particulier, ce sont des infirmières et des préposés aux bénéficiaires qui ont une certaine compétence, des qualifications dans ce secteur-là. Bon, on peut toujours se demander, là, je voyais Enrico Ciccone qui disait, mais moi, pendant que je vais laver le plancher, le préposé va pouvoir faire d'autres choses. Peut-être. Mais il reste que, idéalement, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont qualifiés. En complémentaire, hier, je vous ai posé donc la question sur à savoir qui devrait rendre des comptes, après tout, avec la situation qui se passe dans les CHSLD. Et vous m'aviez dit que ce n'était pas le moment de désigner des responsables ou des coupables. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, ou juste dans votre réflexion? Bien, je me suis posé des questions. Vous m'avez fait réfléchir. Beaucoup de gens posent la question. Moi, je me la pose depuis plusieurs jours. C'est sûr que la priorité, là, l'urgence, là, c'est de régler la crise, là. Puis comme je le disais tantôt pour les médecins, puis comme je le disais, puis on se le disait avec Diane Franqueur, pas le temps de parler d'argent, là. C'est le temps de réduire le nombre de morts dans les CHSLD. Là. C'est ça qui est la priorité. Donc, c'est dans ce sens-là que je me disais, on pourra avoir des post-mortem, là, comment augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires, spécialement dans les CHSLD, rapidement, d'une façon permanente, comment attirer plus d'étudiants dans les formations comme préposés aux bénéficiaires. Tu sais, c'est tout ça qu'il va falloir se poser comme question. Mais là, l'urgence, maintenant, même pour moi, ça ne m'empêche pas de penser à qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, là, mais moi, je suis un gars quand même qui regarde en avant, qui dit « Hey, comment on reprend le contrôle dans les CHSLD dans les prochains jours? » Pour
pour ça là, que j'ai lancé une invitation, presque supplié les médecins de dire « Hey, c'est peut-être pas le fun de venir faire des tâches d'infirmière dans un CHSLD, là, mais la seule solution que je vois là, pour l'instant, à court terme, pour régler le problème, c'est ça la priorité, là, qu'il meure le moins possible de monde dans les CHSLD dans les prochains jours. Après, on pourra trouver des coupables, parce que le problème, là, il n'a pas commencé avec l'arrivée du gouvernement de la CAQ. Là. Fait beaucoup d'années qu'on sait qu'il y a, qu'il y a un manque de personnel dans les CHSLD. Là. Même le docteur Barrette le disait en 2015, il a lui-même essayé d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, mais il n'a pas réussi. Donc, ce n'est pas un problème qui est nouveau, mais moi, j'aime bien me regarder moi-même, là, puis m'évaluer, puis me remettre en question. Je ne suis pas parfait, puis je me dis, bien, j'aurais dû augmenter le salaire des préposés là, avant la crise. Maintenant, au tour d'Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, M. Legault. Il y a un contraste assez marqué entre votre ton de la semaine dernière qui était plus optimiste, plus positif, et cette semaine. Évidemment, il y a eu la crise plus dans les CHSLD et le cas de Aaron qui est arrivé cette fin de semaine-ci. Est-ce que vous... pas regretter, mais est-ce que vous croyez que vous êtes peut-être emballé un peu vite la semaine passée, ou est-ce que vous êtes... Bon, je pense pas, puis je le disais tantôt. Si on regarde d'abord la situation à l'extérieur du Grand Montréal, puis peut-être à l'extérieur de la Mauricie puis de l'Estrie, là, c'est pas mal sous contrôle. Puis j'ai pas mal hâte d'avoir le OK du Dr Arruda pour au moins réouvrir les entreprises où les personnes sont capables de se tenir à 2 mètres. Là. Donc, faut être prudent. Puis même à Montréal, si on exclut les CHSLD, on est en train d'atteindre le sommet. Donc, on peut espérer que la semaine prochaine, en tout cas, c'est ce que j'espère, on va commencer à avoir une baisse. Donc, j'ai pas changé d'opinion là-dessus. Par contre, là, ce qui nous a frappé, c'est qu'il nous manque 2000 personnes dans les CHSLD parce qu'on a des infirmières, des préposés qui sont infectés ou qui ont peur d'être infectés, puis je les comprends. Je les comprends très bien. Deuxième question pour Dr Arruda. Est-ce qu'on a parlé du pic ou du sommet de la courbe qui semble-t-il, serait demain? Est-ce que vous suivez toujours cette projection-là? Et aussi, le CDR a dit que après le pic, ça prendrait idéalement 2 semaines de chiffres à la baisse avant de déconfiner. Est-ce que vous êtes... Écoutez, le pic, je pense, effectivement, on l'a atteint en termes de... Faut distinguer, là. On parle de cas, on ne parle pas de décès ni d'hospitalisation. Je pense qu'on l'a toujours dit, le pic de cas, actuellement, même dans la région métropolitaine, on l'aurait probablement atteint, OK? Puis, comme je vous disais aussi, il y a eu, au cours des dernières semaines, des changements dans la définition de cas. On a ajouté les cas épidémiologiquement parlant. On a changé les tests qu'on faisait aussi quelque part. Ça a tous des effets, ça, sur la courbe. Mais je pense que si on fait des analyses seulement des régions froides, que j'appellerais les régions périphériques, des analyses des régions intermédiaires, puis des analyses de Montréal, on se rend compte que c'est vrai qu'on l'aplatit. Donc, je pense que c'est important parce qu'on ne s'est pas retrouvé avec une crise de soins sanitaires. Par contre, on a ce drame des CHSLD qui est une épidémie que je dirais qui est particulière. Mais quand on regarde le reste, on a atteint la courbe. La descente est lente à cause, notamment en lien avec ces décès-là. Là. Mais je pense que l'histoire va nous le dire. Là. Je pense que même quand on compare seulement les décès, il faut faire attention à ça par rapport aux chiffres comparables entre les différents pays. On est dans la bonne voie. Mais on a un phénomène marqué en CHSLD. C'est comme si je vous disais, ça va bien quelque part, mais il y a des feux de forêt à des endroits spécifiques qui sont associés au CHSLD. Là où on concentre des personnes très malades, etc. Mais le feu de forêt, il est en train de s'éteindre dans la communauté. Et c'est pour ça qu'on va être en mesure, éventuellement, de réouvrir progressivement, mesurer les faits, s'assurer qu'il n'y a pas des étincelles qui font des feux dans la communauté. Mais c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais on va s'attaquer aussi, comme si je vous dirais, il faut continuer à maintenir les mesures qu'on a mises en place dans la société, mais il faut aussi s'attaquer à la problématique des CHSLD.
Merci. Je peux me permettre à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Comme on parle des courbes, là, quand on compare le nombre de décès par million d'habitants après 36 jours de pandémie, on constate, là, quand on prend les chiffres de l'OMS, que le Québec est à peu près le 5e au monde où il y a le plus de morts. Puis l'augmentation se poursuit. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de courbes aplaties au Québec avec une donnée comme ça, ce rang-là et ces chiffres-là? Peut-être que je vais laisser la parole au Dr Arruda, là, mais je suis ça à chaque jour. Bon, d'abord, comme je l'ai déjà dit, le problème est surtout à Montréal, une grande ville. Donc, il faut comparer avec des pays qui ont des grandes villes. Donc, il y a 5 pays en Europe qui ont des grandes villes. Il faut regarder ces 5 pays-là. Donc, l'Espagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Il faut regarder ça. Il faut regarder la situation aux États-Unis. Puis là, il faut se comparer. Puis si on se compare avec ces pays-là, on est dans la bonne moyenne. J'ai oublié l'Allemagne tantôt aussi. Hein? J'ai oublié l'Allemagne. Je ne sais pas, mais ça que ça faisait 5. Hein? Donc, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. OK? Ça fait 5. Et les États-Unis, ça fait 6. Bon, puis là, on met le Québec. Puis là, on peut regarder, là, puis ça dépend. Est-ce qu'on commence notre courbe après 10 décès ou après 1000 décès ou au premier décès? Mais bon, tout à regarder ça, là, puis on est quand même encore dans la bonne moyenne. OK? Donc, comment ça va se comporter dans les prochains jours? Parce qu'on est en avance sur plusieurs autres pays qui sont rendus plus loin que nous autres. Là. On est, je ne sais pas, rendu à peut-être 70, 80 décès par million d'habitants. Il y a des pays qui sont rendus à 300, 400 en Europe. Là. Donc, mais ils sont plus loin que nous autres. Donc, où on sera quand on sera rendu après le même nombre de jours, on pourra le dire à ce moment-là. Peut-être, si vous me permettez, je comprends que les gens posent la question, là. C'est parce que ce qui se passe, on a une courbe qui n'est pas montée comme ça, avec des hospitalisations, puis tout le monde est malade, des soins intensifs, puis des jeunes qui sont malades aussi avec les personnes âgées. Okay? On a une courbe, si vous regardez, seulement, vous excluez les CHSLD, on a une courbe qu'on a aplatie comme ça. Mais ce qu'on a actuellement, c'est une courbe de même des CHSLD. Fait que c'est comme deux courbes qui viennent, quand on mélange les deux, donner l'impression que le Québec mord beaucoup plus. Mais premièrement, puis ça, je vais me faire dire que non, c'est pas vrai que vous faites ça, c'est pas tous les pays qui déclarent les décès de la même façon. Il y a plein de décès en Italie qui n'ont pas été déclarés, qui n'ont pas été testés, puis le coroner n'est pas venu faire des tests par rapport à ça. Fait que ça, c'est un élément, je trouve, important. Mais nous, ce qu'on a aussi, c'est que c'est cette concentration de personnes vulnérables à un endroit a créé une sous-épidémie. Mais dans la communauté, est-ce que vous avez vu beaucoup de gens être hospitalisés dans la communauté? Il y en a quelques-uns, mais c'est... Puis regardez le groupe d'âge, c'est tous des gens au de 80. Je ne veux pas minimiser l'importance que ça a, c'est pas ça du tout. C'est que ça ne s'est pas transmis dans la communauté. La preuve, les gens ne se sont pas exposés par la distanciation sociale. Donc, c'est pas du tout le même profil. Puis c'est là que ce qu'il faut faire, c'est il faut régler le problème des CHSLD. Puis ensuite, celui qui est aplati, s'organiser pour qu'il reste bas, qu'il remonte un petit peu. C'est sûr que ça va remonter un peu avec la transmission qui peut arriver, mais moins d'impact sur le système de soins. Fait que c'est comme deux courbes qui donnent l'impression. Et c'est ça que vous entendez, il y a tellement de morts, on n'a pas rien d'aplati. Oui, on a aplati parce que ça aurait été toutes sortes de gens qui auraient été malades, des distributions, parce qu'il y a des gens malades. Il y en a, chez les jeunes aussi, mais ils ne sont pas hospitalisés, ils n'ont pas été... parce qu'on n'a pas laissé le virus circuler de façon extensive. Parce qu'un jour ou l'autre, il frappe quelqu'un, jeune, qui malheureusement meurt. On ne sait pas c'est lequel à l'avance. Fait que c'est tout ça qu'on a été capable de faire. Fait que c'est vrai qu'on l'aplatit. Mais là, maintenant, par contre, cette histoire de CHSLD-là, qui est malheureuse, à mon avis, puis c'est pas parce que la vie humaine d'une personne âgée est pas importante, mais elle touche un groupe d'âge, des gens qui ont des caractéristiques très, 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 très malades, et la moindre pénétration du virus les fait tomber malades. Heureusement, ce n'est pas tous qui vont mourir, c'est une proportion seulement entre 15 et 30 % probablement. Et donc, la courbe est aplatie, mais on a un problème de CHSLD. Merci. Et en sous-question, là, encore une fois, aujourd'hui, on voit que le nombre de patients aux soins intensifs diminue. Vous nous avez dit à plusieurs reprises là, dans les derniers jours que c'était ça, parfois, la bonne nouvelle qu'il fallait voir dans le bilan. Mais parmi eux, est-ce qu'il y en a qui, malheureusement, se retrouvent dans la colonne des décès? Autrement dit, est-ce que c'est possible de nous indiquer là, combien de patients infectés sont sortis vivants de leur passage aux soins intensifs?
Je n'ai peut-être pas cette donnée-là devant moi. Je vous m'organiserai pour la voir au prochain point de presse, si vous me permettez. Mais ce qui est assez clair aussi, quelque part, c'est que les gens disaient beaucoup qu'on ne transférait pas du tout les personnes des CHSLD vers les hôpitaux, etc. Déjà dans nos soins intensifs et dans nos hôpitaux, il y a des personnes âgées qui ont été transférées puis qui sont là, qui n'ont pas été nécessairement retournées à leur point d'origine. Donc, c'est une dynamique là, qui est, vous savez, en CHSLD, il y a 4 catégories de niveau de soins. Il y a des gens qui, même pour n'importe quelle autre maladie, ne veulent pas être intubés parce qu'ils sont trop malades ou ils savent qu'ils s'en sortiront pas. Mais il y a eu des gens, là, les gens qui étaient en niveau 1 et 2 ont été transférés à l'hôpital. Il y en a certains qui ont pu mourir aux soins intensifs, d'autres qui ont pu... Mais je pourrais vous donner là, cette chiffre-là peut-être lundi, là. On va le noter pour être bien au clair avec ça, là, pour que je puisse savoir statistiquement. Si on ne l'a pas en données de tableau, on va le traiter pour l'obtenir. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question, Gabriel Belland, La Presse. Oui, bonjour. Une question d'abord pour le premier ministre, M. Legault. Vous avez dit que les préposés aux bénéficiaires devaient être mieux payés, que ça aurait dû être fait avant, notamment ceux en CHSLD. Combien de temps, vous pensez, dont vous avez besoin là, pour augmenter le salaire des préposés? Combien de temps ça va prendre? Bien là, on a mis des primes temporaires. Bon, évidemment, dans un monde idéal, on aimerait s'entendre avec les syndicats. Ça fait partie des discussions qu'on a déjà depuis des mois avec les syndicats. C'est pas simple. Je le disais tantôt, il y a des syndicats qui représentent plusieurs groupes d'employés. Donc, ils doivent avoir une certaine équité dans leurs demandes pour l'ensemble de leurs membres. Ça n'a jamais été fait, là. Nous, quand on a dit, depuis 1 an, là, on veut augmenter plus les préposés puis plus les enseignants, il n'y a pas eu nécessairement une réaction très positive de la part des syndicats parce que dans l'histoire du Québec, là, que ce soit les libéraux ou les péquistes, ben, ça se négocie dans une nuit dans le bureau du premier ministre, puis là, on décide que c'est 2, 2, 1,5, les augmentations, tout le monde, la même augmentation. Donc, d'arriver puis de dire non, nous, on veut des plus grosses augmentations pour certains groupes, ça ne sera pas nécessairement facile. Moi, ce n'est pas mon premier choix d'être en guerre avec les syndicats. Donc, mais là, il y a des primes temporaires, là. Il y a des primes de 4 piastres de l'heure au privé, de 8 au public. Donc, déjà, il y a une partie, mais il faut envoyer un signal permanent là, pour que des jeunes choisissent d'étudier pour devenir préposés aux bénéficiaires. Ils ne peuvent pas juste se fier à une prime temporaire pendant la crise de la COVID-19. Il faut que ça soit mis dans les conventions collectives de façon permanente. Question? Monsieur Arruda, peut-être, concernant, on parlait des gens plus jeunes qui sont malades, mais bon, qui ne développent souvent pas de complications. On note quand même des morts aussi. Hier, on a appris la mort d'un médecin dans la quarantaine de 44 ans. Il y a 8 personnes entre 20 et 49 ans qui sont mortes aux dernières nouvelles, les derniers chiffres. Est-ce qu'on sait s'il y avait des comorbidités dans tous ces cas-là, où il y avait des gens qui étaient en parfaite santé dans ces jeunes-là? Bien, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, puis là, il faut faire un petit peu attention, il y avait des gens qui avaient surtout des comorbidités qui étaient associées soit à des phénomènes d'obésité ou de diabète, OK? Mais je n'ai pas l'analyse sur tous les cas, puis avec la quantité qu'on a dans ce groupe-là, ça devient difficile de faire un profil. Il y a des gens qui pourraient avoir des problématiques X qui ne sont pas connus. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir certaines malformations cardiaques ou des phénomènes cardiaques même qui n'ont pas été vus. Mais ça peut aussi être, ça je pense, si on regarde l'expérience internationale, véritablement des gens qui, habituellement, ce sont des jeunes, en tout cas relativement jeunes, qui sont en santé, qui développent maladie. Ça va bien, ça va mal, ils sont pas bien, ils sont vraiment très malades. En termes de symptômes physiques, pas besoin nécessairement d'être hospitalisés. Ça s'améliore en une journée, puis là, le lendemain, pouf, tout d'un coup, ils se retrouvent aux soins intensifs où on peut pas les sauver. Il y a comme une hyper-réaction immunologique, là. C'est comme si le système, après avoir combattu un peu, s'enflamme et remplit le poumon. Je vous dirais ce qu'on appelle des phénomènes cytokines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment une grosse inflammation qui s'installe. Et là, si le patient n'est pas placé sous respirateur, ben il meurt.
Et s'il est placé sur respirateur, bien, il peut évoluer parce qu'on est capable d'oxygéner son cerveau, ses organes. Des fois, on n'est plus capable, il y a des insuffisances rénales qui s'installent, etc. Là. Donc, ça devient vraiment un drame. Puis ça, c'est difficile parce qu'on n'est pas capable de le savoir à l'avance. Fait que ça arrive chez des gens en bonne santé. Heureusement, c'est plus rare, mais souvent, ça va arriver aussi, ça va venir faire décompenser quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, autres, etc. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Ma première question pour Mme McCann. Je suis en contact avec une enseignante de la Rive-Sud de Montréal qui s'était inscrite le 31 mars dernier au site Je contribue. On l'a rappelé la semaine dernière et on lui a envoyé un formulaire qu'elle devait remplir pour devenir une employée, en fait, pour être payée pour son travail qu'elle voulait faire dans les CHSLD. Mais elle, ce qu'elle dit, moi, je n'ai pas besoin d'être payée. Je suis déjà rémunérée pour mon travail d'enseignante et je ne veux pas être payée en double pour faire un travail que je considère être du bénévolat. Et puis, on lui a dit, c'est pas possible pour des questions d'assurance, puis pour des questions syndicales, etc. C'est pas possible, vous pouvez pas, vous devez absolument être payé. Alors, elle s'est désistée du processus, alors qu'elle avait été appelée et qu'elle avait été choisie parce que c'est une personne qui a des compétences importantes. C'est pas un peu bizarre, ça, qu'on oblige des gens à être payés pour un travail pour lequel ils sont déjà payés? Oui. Et c'est prévu dans l'arrêté ministériel. Là, on va faire un autre tour de roue avec les établissements. Écoutez, là, on va faire un rappel. Dans l'arrêté ministériel qu'on a passé, là, des gens comme Madame, d'ailleurs, j'espère qu'on va retracer Madame, on aimerait ça qu'elle vienne travailler bénévolement avec nous, mais pour tous les gens là, qui sont dans sa situation, c'est prévu dans l'arrêté, ils sont déjà payés, mais ils peuvent venir, puis ils conservent leurs bénéfices, ils conservent leurs assurances. Il n'y a pas d'inquiétude, là. Je pense que là, il y a eu une mauvaise compréhension de l'arrêté ministériel. Alors, si on peut avoir l'information sur cette dame, moi, je l'apprécierais, mais on va faire un rappel à tous les établissements. On a besoin de ces gens-là, de gens comme la dame dont vous parlez, qui a les compétences et qui va venir nous aider, je l'espère. Pour M. Arruda, il y a 2 semaines, je vous ai parlé des fameux tests je vous posais la question à savoir s'il n'y aurait pas lieu de faire des tests aléatoires dans la population, parce que là, en ce moment, on teste les gens dont on soupçonne, dans bien des cas, qui sont atteints de la maladie, alors que ça ne nous permet pas de savoir quels sont les gens asymptomatiques, les gens qui ont la COVID-19 et qui la transmettent sans le savoir. On en est où aujourd'hui, 2 semaines plus tard? Vous nous aviez dit que vous deviez commencer ces tests aléatoires dans certains secteurs. Est-ce que c'est fait et quels sont les résultats? Je ne crois pas que c'est fait, en tout cas de façon systématique. Là. Si c'est fait, je ne suis pas au courant. Il y a 2 éléments. Il y a des éléments par rapport au test. Juste pour vous dire aussi qu'on parle beaucoup d'un test extraordinaire, qui est le test rapide, qu'on peut avoir le résultat en 15-20 minutes. Là. Déjà, j'ai discuté avec le chef du directeur du laboratoire de la santé publique du Québec. Il faut comprendre que ce test-là, oui, il est rapide, mais il va détecter, par exemple, seulement quand quelqu'un va avoir 300, dans son échantillon, 300 virus. Le test qu'on a actuellement, ça en prend 3. Donc, juste pour vous dire, dans les faits, plus on va tester des asymptomatiques, plus ça va prendre un test sensible. Puis là, actuellement, les gens sont en train de voir qu'est-ce qui va être le mieux pour faire ces éléments-là. Parce que si on a un test, puis que ça prend beaucoup de virus pour être positif, à ce moment-là, on n'a pas... ou si on n'a pas assez de virus, l'autre aurait détecté positif, lui négatif, ça va changer le portrait épidémiologique. Mais je vous dirais que, oui, on va faire des tests quand la capacité va être là. Si vous me demandez la date exacte, je ne suis pas en mesure. Mais ce qui va être surtout important, à mon avis, c'est les études de séroépidémiologie, qui, elles, vont vraiment capter. Parce que quand vous faites un test, vous faites négatif, mais le lendemain, vous allez être positif, ou le test est négatif, puis vous avez fait la maladie il y a très longtemps, puis vous n'avez plus de virus. Ce qui va être intéressant avec l'étude de séroépidémiologie, c'est qu'on va être capable de mesurer des anticorps, soit qui soient récents, ce qu'on appelle les IgM, ou les IgG. Donc, c'est pas en cours, mais je prends note de ça, puis je peux vous dire que je l'annoncerai en point de presse quand les études seront comme l'étude de séroépidémiologie va commencer ici au Québec. On est aussi dans un consortium canadien, puis on va essayer de le recommencer le plus tôt possible. Il y a encore des débats sur le choix des tests et la meilleure approche. Merci. La prochaine question nous provient de Marco Bellard-Cirino du journal Le Devoir.
Monsieur le Premier ministre, des immigrants préposés aux bénéficiaires, infirmières et médecins qui attendent leur permis de travail du gouvernement fédéral et parfois aussi leur permis de travail d'un ordre professionnel québécois sont prêts à prêter main forte dans les CHSLD. Est-ce que vous les autorisez à contribuer à l'effort de guerre? Sûrement, oui. Oui, j'aimerais bien, là, je ne sais pas, trouver une façon de contacter ces personnes-là, mais actuellement, on cherche désespérément des préposés aux bénéficiaires, des infirmières qui sont prêtes à aller dans les CHSLD, donc qui communiquent, je ne sais pas comment. Oui. Bien, on est d'abord avec les ordres professionnels. Il y a beaucoup d'assouplissements. Et pour ces personnes immigrantes, ce serait certainement possible de travailler comme préposés aux bénéficiaires. Alors moi, je les invite à s'inscrire sur « Je contribue » et on va faire les suivis avec eux. Dernière question en français du Devoir. Pourquoi avoir décidé de tester seulement les premiers 2 à 5 résidents qui présentent des symptômes de la COVID-19 dans les unités étages des CHSLD, après avoir annoncé la semaine dernière que tous les résidents allaient subir un test de dépistage? C'est une approche qu'on prend en épidémiologie, même en situation de grippe, etc. Puis on est sorti de la saison grippale de façon importante. Quand dans un milieu, on a des personnes qui sont malades, puis qu'on a une proportion assez significative de gens qui sont malades. On a trouvé, par exemple, dans un étage de 12, 4 personnes positives. Les autres qui ont des symptômes à peu près similaires, là, on les considère comme étant des cas liés épidémiologiquement, puis ils deviennent confirmés. Au sens des rapports, il y en a qui, au point de vue des données, vont rapporter que les cas probables, sûrs, spécifiques, testés par laboratoire. Mais on sait très bien qu'on n'arrive jamais à tester tout le monde. Et le chiffre de cas liés épidémiologiquement est plus apte dans les faits. Il y a toujours un risque d'erreur. Peut-être que quelqu'un aura fait un syndrome pulmonaire qui n'est pas associé au COVID-19. Mais de toute façon, on va le traiter comme un COVID-19 pour être en mesure de ne pas transmettre la maladie à d'autres. Donc, pour des raisons cliniques, puis pour des raisons d'efficience, à mon avis, puis d'avoir de capacité, c'est tout à fait adéquat. Il faut préserver des tests pour tester le personnel, les contacts symptomatiques, etc. Mais une fois qu'une unité est considérée comme étant infectée, la meilleure approche à prendre, de toute façon, c'est de considérer tout le monde infecté. La plus grande erreur serait de faire des tests puis de dire « elle l'est pas », puis elle va l'être le lendemain. Comprenez-vous? Fait que c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Merci beaucoup. So we'll now switch in English and we'll start with